Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, lundi 27 mars. Voici les titres. Élan de solidarité. Come Here International se mobilise contre la faim. L'association a procédé à la distribution de kits alimentaires au quartier Premier Campement dans la commune d'Akonda. Vous le verrez. Et puis Cannes 2023, les Panthères du Gabon affrontent aujourd'hui en match retour les Crocodiles du Nil du Soudan à Khartoum. Nous en parlerons sur ce plateau avec Jeremy Ngoma. En ouverture de cette édition, nous parlons de la remise des kits alimentaires ce week-end à une vingtaine de familles au premier campement dans la commune d'Akonda, une initiative de l'association Come Here International du Gabon. Objectif, venir en aide aux démunis. Ruth Matanga. Un ouf de soulagement pour ces familles, au total 25, qui ont reçu des mains des responsables de Come Here des kits alimentaires. Une dotation qui vient combler un tant soit peu le déficit ressenti par ces foyers en matière de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. C'est de leur dire que nous sommes là, que nous les jeunes Gabonais, on pense à eux et que nous allons sensibiliser toutes les personnes avec un pouvoir d'achat, de penser aussi à eux et de contribuer à travers des dons et en passant par notre association. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit de l'association pour ce geste salutaire. Pour le kit que nous avons reçu aujourd'hui, vraiment, c'est gentil, nous sommes contentes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient le faire ici, là. C'est pas n'importe qui. D'autres viennent, ils nous font bavarder, ils nous font chauffer les fesses sur les chaises. Et à la fin de compte, même pas un grain de riz par rapport à vous. Que Dieu l'accompagne en tout, vraiment, que cette association prenne de l'ampleur. Nous l'encourageons. L'association Come Here ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous comptons s'étendre sur tout le pays et, si possible, après, dans l'international. Aujourd'hui, cette structure associative compte une vingtaine de membres. Elle existe depuis septembre 2022 et son siège se trouve à Nzengayong, dans le 6e arrondissement de Libreville. Avec des dépenses estimées à plus de 20 milliards en matière de bâtiments administratifs, l'État gabonais semble s'être résigné à demeurer le locataire depuis plusieurs années encore. L'équipe de TV+ a tenu à faire un focus sur cette triste situation. Reportage signé Maya Meza. Alors qu'en 2016, le gouvernement annonçait un programme évalué à 11 milliards de francs CFA pour la réfection de 407 bâtiments, ce projet semble avoir été dans les oubliettes. Et pour cause, malgré cette annonce, l'opinion continue de constater l'état de dégradation avancé de plusieurs bâtiments appartenant à l'État et qui sont loin de bénéficier de son attention. Une situation d'autant plus préoccupante. En effet, si aucun programme de construction n'est à l'ordre du jour, plusieurs citoyens se questionnent sur le manque de volonté du gouvernement dans l'entretien des bâtiments existants. Exemple patent de ce laisser-aller, l'ancien bâtiment qui abritait le ministère de l'Intérieur, la SNBG, celui des Affaires étrangères, en pleine réfection qui laisse voir un frémissement. Africa numéro 1, le Sisiba, et certains qui depuis des années n'ont pas bénéficié d'une couche de peinture. Édifice abritant les services du ministère de l'Éducation nationale, ou encore le bâtiment abritant les services du ministère du Budget et bien d'autres. Une bien curieuse situation donnant l'impression que l'État gabonais a décidé de s'y résoudre à demeurer locataire, alors qu'avoir tous ces bâtiments dégradés et vétustes ou encore abandonnés laisse croire qu'il y a un véritable problème de maintenance et d'entretien. À l'évidence, les mesures pourraient être prises pour une meilleure gestion des biens publics et un meilleur contrôle. Rencontre avant-hier entre le Premier ministre, les rescapés et les familles des disparus du naufrage Esther Miracle. Cette rencontre avait pour objectif les conditions de prise en charge des victimes et des parents des victimes. Ruth Matanga. Le gouvernement a mis en place un protocole de recherche pour la prise en charge des rescapés et des familles des disparus. Et pour le Premier ministre, les recherches se poursuivent en mer. D'accompagner les rescapés et les familles des disparus. On a reçu les rescapés pour les aider à repartir à Port-Gentil, pour sécuriser à Port-Gentil,
ou ailleurs, et le chef de l'État a mis en place un accompagnement pour eux. S'agissant des familles des victimes, il y a deux types de familles, deux situations en tout cas. Il y a la situation des familles qui nous a retrouvé encore. L'État les accompagne dans l'organisation des obsèques, à la demande du chef de l'État, bien sûr, dans une solidarité nationale. Pour les autres familles qui n'ont pas encore trouvé les corps, nous continuons les recherches pour les aider à identifier, à trouver, à identifier les corps. Et on va également les accompagner. Nous n'avons pas arrêté les recherches. Elles ne seront pas arrêtées pour le moment parce qu'on continue à rechercher les corps jusqu'à ce que tous on fasse le constat de l'impossibilité de retrouver et on avisera avec les familles de ce qu'il y a lieu de faire. Les autorités ont décidé de soutenir les familles frappées par le naufrage du navire Esther Miracle, un engagement qui dénote d'une solidarité vis-à-vis de ces familles éprouvées. D'abord, il n'est pas décent de parler des montants d'argent dans ces circonstances-là. Il ne s'agit pas d'indemnisation, parce qu'une indemnisation veut dire que l'État a reconnu une responsabilité à ce stade-ci. Il s'agit de soutenir les familles dans une solidarité nationale voulue par le chef de l'État pour les aider à accompagner et enterrer leurs morts. En ce qui concerne l'indemnisation, le temps viendra pour la matière de ces assurances. Et si l'État est reconnu responsable ou coupable par les juridictions compétentes, on avisera. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour faciliter les procédures de délivrance des certificats de décès, un guichet unique est placé au niveau de la Croix-Rouge. Nous avons mis en place au niveau de la Croix-Rouge ici un guichet unique pour faciliter les procédures pour la délivrance et des certificats et des actes de décès et des permis d'humé. Tout cela fait ici au niveau de la Croix-Rouge par les services de l'État qui sont habilités à le faire. Notons que les obsèques seront plutôt individuelles et non nationales. Chaque famille se fera le plaisir d'enterrer individuellement son parent disparu, a précisé le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binze. Et puis, les rescapés du naufrage de l'Esther Miracle sont désormais délocalisés à la Croix-Rouge de Libreville. Là-bas, ils bénéficient d'un soutien multiforme de la part de cette organisation. Grâce à Affection, chef nutritionniste à la Croix-Rouge, nous édifie au micro de Ruth Matanga. Chaque jour, au niveau de la Croix-Rouge, nous recevons des naufragés qui passent dans différentes structures mises à leur disposition, soit aux objets trouvés, appui psychologique, identification. Et après, ils sont invités à se restaurer chaque matin par un petit déjeuner et à midi par un dîner complet avec des jus, des fruits, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Vous-même, vous avez vu que le Premier ministre était là. Donc, c'est en rapport de ce qui va être conclu que nous allons aussi savoir combien de temps nous allons recevoir les naufragés dans nos murs. Et au début, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils étaient tous, il faut le comprendre, hein, tristes, abattus. Ils étaient tous dans un même bateau, des autres ont péri, les autres ont réussi à survivre. Et lorsqu'ils se retrouvaient ici, ils étaient un peu abattus, mais au fil de chaque jour, ils ont réussi à reprendre le dessus, ils ont réussi à ce que nous appelons à faire une résilience de soi. Donc chaque jour, comme vous le constatez, ce n'est plus la tristesse, c'est la joie, ça rigole, ça blague, et pour nous, c'est un baume au cœur. Célébration vendredi dernier de la journée mondiale de la tuberculose. Focus sur le cas de cette dame que nous appelons affectueusement Maman Jeanne, dans le souci de préserver son anonymat. Cette femme affectée puis internée au centre hospitalier de Kembo, Chimène Lindong. Tout a débuté chez cette maman par une infection pulmonaire qu'elle traîne depuis longtemps. Dans sa récente chute due à cette infection, Maman Jeanne s'est rendue à l'hôpital de Kembo pour ample information concernant son état de santé. C'est après avoir fait des examens prescrits par le médecin que Maman Jeanne découvre qu'elle est infectée. Quand je suis encore tombée malade, je suis venue ici, là. On m'a fait la radio. C'est là où il a trouvé la maladie. Et il m'a posé la question que est-ce que tu as d'abord eu la tuberculose? J'ai dit que non, je n'ai jamais eu ça. Là, on m'a déclaré aujourd'hui, là, tu as déjà la tuberculose. J'ai dit que non, je vais te hospitaliser. Je vais t'interner aujourd'hui. Tu ne pars plus à la maison. Internée depuis un mois au sein de cette structure hospitalière, Maman Jeanne dit suivre scrupuleusement son traitement. À 5 heures, on nous donne les 3 comprimés. On avale devant les infirmiers et on nous demandait de boire l'eau et de manger beaucoup.
par jour, on doit boire 3 ou 4 litres d'eau. Les comprimés là sont gratuits. Accepter la maladie a été la première force de cette maman. À cela se greffe le soutien apporté par sa famille biologique et religieuse. J'ai le soutien de la famille, surtout mes enfants. Je n'ai que les enfants et les parents. J'ai le soutien de ma famille, puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai le soutien aussi à mon église. La lutte contre la tuberculose nécessite une action concertée de tous les acteurs, des communautés et des entreprises, jusqu'aux gouvernants, en passant par la société civile et autres. Cap au Rwanda cette fois-ci, où la construction des logements qui, selon les accords signés en 2022 avec le Royaume-Uni, accueilleront les demandeurs d'asile déportés car arrivés illégalement sur le territoire anglais, se poursuit. Le projet est néanmoins toujours contesté par les Nations Unies et l'opposition des deux pays. Sidela Niman nous en dit plus. L'exécution de l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni se dessine. Le Rwanda a entamé la construction de logements pour l'arrivée prochaine des migrants. L'accord prévoit la relocalisation des demandeurs d'asile britanniques vers le Rwanda. Financé par Londres à hauteur de plus de 91 milliards de francs CFA, il vise à dissuader les traversées clandestines de la Manche. Les maisons seront non seulement destinées aux migrants, mais aussi aux Rwandais à faible revenu qui ne possèdent pas de terre ou de maison. Mélanger les Rwandais et les migrants, c'est une bonne chose. Parce que ça va aider d'un côté les Rwandais à habiter dans des endroits, je dirais, modernes, mais ça permettra également de l'autre côté aux migrants d'être intégrés facilement dans la communauté rwandaise. Comme on l'a dit, on ne peut pas faire des camps des migrants à part et des Rwandais qui habitent de l'autre côté. Donc quand ils sont dans les résidences de transit, il y a des éléments administratifs qui vont être arrangés à partir de là. Mais quand c'est fini, ces personnes, ces migrants doivent s'intégrer dans la communauté rwandaise. Donc les résidences Bwiza, c'est un exemple des bâtiments, des maisons qui vont être construites pour que les migrants puissent aller habiter là-bas avec les Rwandais, pour qu'ils puissent s'intégrer. À son annonce, l'accord a suscité de vives critiques de groupes de défense des droits humains, de personnalités de l'opposition dans les deux pays et même des Nations Unies. Le gouvernement britannique a pour projet d'interdire aux migrants arrivés illégalement, le plus souvent en traversant la Manche en bateau pneumatique, de demander l'asile au Royaume-Uni et veut les transférer dans des pays tiers comme le Rwanda. La ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman s'est rendue au Rwanda pour y défendre cette politique qu'elle a qualifiée d'humanitaire et de compatissante, malgré les critiques des organisations des droits humains et des Nations Unies. Sur une photo devenue virale, on voit la ministre rire aux éclats devant le site de construction de logements destinés aux demandeurs d'asile expulsés par le Royaume-Uni. Une photo vivement critiquée sur les réseaux sociaux face à cette initiative que certains qualifient d'esclavage moderne et des logements qualifiés de camps de concentration. Fête de l'Annonciation le 25 mars par les chrétiens catholiques. Que célèbrent les chrétiens en ce jour? Les détails dans ce reportage de Chimène Lindong. Tous les 25 mars, l'Église catholique célèbre la fête de l'Annonciation. Cette fête met en exergue l'annonce faite à la Vierge Marie par l'ange Gabriel de sa maternité divine. L'Annonciation, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur apporte à tout être humain, à l'humanité. Le Dieu vient nous visiter. Il s'est fait incarner, il est devenu chair par la Sainte Vierge Marie, notre mère, la mère de Dieu. Donc l'Annonciation, c'est une bonne nouvelle, c'est le Seigneur qui vient nous visiter. L'ange Gabriel explique qu'elle portera l'enfant Jésus en son sein tout en restant vierge. Cette naissance qui prend chair n'est pas le résultat d'une paternité humaine, mais le fruit d'une intervention créatrice de l'Esprit. Quelle joie immense de célébrer l'Annonciation. Cette fête en tant que chrétienne catholique représente une grande joie pour nous, parce que notre Dieu créateur qui descend du ciel pour venir nous visiter, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Elle est très immense, notre joie. Tout comme la fête de Noël, de la Pentecôte et bien d'autres,
celle de l'Annonciation mérite aussi qu'on pose des actes. Nous posons les mêmes gestes pendant cette fête. Il y a des autres qui vont dans les orphelins, visiter les orphelins. On fait beaucoup de dons, on fait des grâces. Ça dépend. Cet épisode de la fête de l'Annonciation est raconté dans la Bible par l'évangéliste Luc, notamment au chapitre 1, versets 26 à 38. Cap à l'intérieur du pays, à Muila, dans la province de Langounié, plusieurs jeunes et d'autres volontaires ont été initiés à l'apiculture par la direction provinciale de l'agriculture. Estelle Amban. Présence effective des Molvillois à cette formation animée par un expert du Fonds mondial pour l'alimentation FAO. Ils ont eu droit à un exercice pratique d'initiation aux techniques de production, d'entretien et de récolte de miel sauvage. Moi, ce n'est pas le miel qui m'intéresse. Moi, c'est le général là qui m'intéresse. Parce que dès que j'ai tenu le général, tu vois comment tout vient. Parce que qui tient le général tient l'armée. Regardez comment tout vient tenir. Donc, je vais prendre ce qu'on appelle une cage à reine. Donc, je vais l'emprisonner à l'intérieur de cette cage à reine. Dès l'instant où je l'ai embrigadé à l'intérieur, elle ne peut plus fuir. Et je vais mettre maintenant dans ma ruche. Et là, je vais faire tout le temps. Je peux même quitter ici à boire, madame, ma bière. Tous ceux-là ne vont pas partir, tous vont être là. Je peux aller même dormir, me reposer, je reviens à 15h, je vais le trouver là. Quand j'arrive. Parce que le général est là. Qui tient, le général tient l'arme. Et dès que je l'ai tenu là, la preuve c'est que vous êtes devant les abeilles. Est-ce qu'elles vous ont quitté? L'activité peu connue du public est rentable, mais nécessite le respect de certains principes. Vu qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'elles appellent souvent les abeilles, qui peuvent aussi appeler les fourmis. Donc il y a des produits que vous ne devez pas utiliser pour amorcer les ruches. Exemple de produits. Le sucre, quoi encore? Rappelons que ces formations animées par la direction provinciale de l'agriculture dans Langounié cadrent parfaitement avec son projet de redynamisation des centres d'appui technique relevant de sa responsabilité. Et puis, en sport à présent, actuelle lanterne rouge. Après la 13e journée du championnat national de première division, l'Union sportive d'Oyem va très mal. Les supporters et les habitants de la ville d'Oyem se questionnent et pointent du doigt au bureau du comité exécutif du club qui doit agir au plus vite. Jamie Goma sur les images de Curtis, notre reporter sur place. Les fils et filles de la ville d'Oyem sont désormais confrontés à une situation de crise. Un véritable casse-tête pour ces populations qui ont jeté tout leur dévolu pour le club de leur ville. L'Union sportive d'Oyem, qui figure dans le ventre mou du classement général du championnat national de première division, encore appelé National Foot 1. Il est donc impératif qu'il y ait une rencontre d'urgence dans l'optique de trouver des solutions pour sauver le club de cette léthargie. En ce qui concerne l'Union sportive d'Oyem, mais bon, ce n'est que la phase aller. Ce n'est que la phase aller. Toutes les équipes ont encore leur destin dans les mains. Au regard de tout ce tout ce qu'on a vu sur le terrain, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en interne. Le coach doit pouvoir revoir son système ou ses systèmes de jeu pour amener le club et moi à se surpasser, parce que être dernier, nous ne connaissons pas ce rang-là. Et moi a l'habitude, n'est-ce pas, d'être dans les 3 premières places. Et nous exhortons, nous demandons déjà aux gars de mouiller le maillot, parce que nous venons au stade, même si 500 francs c'est pas beaucoup d'argent, mais nous dépensons cet argent et nous voulons les encourager de telle sorte à ce qu'ils puissent représenter valablement notre très cher province. Les conditions liées au logement, à la restauration, aux primes impayées des joueurs sont une véritable problématique, ce qui pousserait certains joueurs à vouloir quitter le club. Les joueurs, ils ne demandent qu'à vivre dans de meilleures conditions décentes et ne souhaitent plus y aller à pied au stade comme il y a quelques jours lors de la 13e journée du championnat. Tout va très mal à l'Union sportive d'Oyem. Il faut plus que jamais des solutions palliatives. Le président Touré Aseko devrait donc prendre cet épineux problème à bras le corps.
En match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les Panthères du Gabon remontent aux prises aux Crocodiles du Nil du Soudan pour le match retour ce lundi. Herman Malaga. Les Panthères du Gabon sont à 90 minutes d'une probable qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, à condition de prendre le dessus à nouveau sur leur adversaire, le Soudan, ce soir à 22 h au stade Al-Hilal, en match comptant pour la 4e journée de ces éliminatoires. Après ce 1-0 au match aller, l'absence de 2 autres tauliers de la sélection gabonaise, Denis Bouanga et Jim Alevina, c'est un groupe avec 4 de ces cadres absents qui affrontera le Soudan ce soir. Mais les Panthères du Gabon ont de la ressource et affichent une ferme volonté à prendre les 3 points pour consolider leur place de leader du groupe I et valider leur ticket pour la Côte d'Ivoire. De Jean-Noël à Monomé à Ramboupenza en passant par Gaylor Kanga, les poulains du coach Patrice Neveu ont les visages fixés vers l'objectif qui est la qualification. Si le technicien français au match allait compter sur son attaque qui a été décevante, ajouté à ces 2 absences majeures, on se demande bien quelle serait la nouvelle stratégie ou la nouvelle tactique de Patrice Neveu pour les Panthères afin d'arriver à bout des Crocodiles du Nil sur leurs installations et valider leur ticket pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La réponse ce soir à partir de 22 h au stade Al-Hilal. Nous parlons football avec ce match retour des Panthères du Gabon contre le Soudan avec Jeremy Goma du Desk Sport de notre rédaction. Bonjour Jeremy. Bonjour Leslie Nanaka. Alors, est-ce que le groupe est au complet pour affronter le Soudan? Malheureusement, le groupe n'est plus au complet puisque après le match aller qui s'est joué au stade Rénovation de Franceville, Denis Bouanga, qui est l'un des attaquants phares de cette équipe nationale, a rallié les États-Unis pour rejoindre son club. Et malheureusement aussi, il y a un autre attaquant titulaire de cette sélection nationale-là, Jim Alevina, qui lui sera forfait pour le match de ce soir puisqu'il est blessé au niveau du gros orteil du pied droit. Donc ce sont ces choses-là qui vont un peu changer le cours du jeu, qui vont un peu changer justement les plans et les choix tactiques du sélectionneur national Patrice Neveu. Bien, peut-on véritablement prendre les 3 points dans ce match et obtenir la qualification pour la CAN? Je pense que les 3 points sont prenables parce que cette équipe nationale regorge quand même de plusieurs talents. Il y a des joueurs qui vont devoir se montrer, qui vont devoir remplacer ces joueurs-là qui sont forfaits aujourd'hui. Je parle comme ça de Xavi Babika et du jeune Alan Marcolino qui vont essayer de se montrer, qui vont essayer de jouer leur va-tout, car ce sera aussi l'occasion pour eux de pouvoir se faire connaître auprès du public gabonais qui est quand même assez exigeant. En tout cas, le Gabon dispose de 7 points pour le moment. Il faudra avoir 3 points, ça leur fera 10 pour pouvoir obtenir justement cette qualification pour la Côte d'Ivoire en 2023. Bien, pour finir, après une victoire des Panthères du Gabon version U23 face au Cameroun, le match retour au Cameroun s'annonce dans quelle atmosphère, Jeremy? Leslie, il faut dire que le match aller déjà a été bénéfique pour les jeunes Panthères de Patrice, j'ai dit Patrice Neveu, de Saturnin Ibela, pardon, j'y arrive, parce que ces joueurs ont pris déjà un avantage considérable en gagnant 1-0 contre cette formation du Cameroun. C'était dans ce même stade, du stade Rénovation de Franceville. Ils ont joué avec le cœur, ils ont défendu de manière valable les couleurs du drapeau gabonais. Ils sont désormais au Cameroun, ce sera au stade Amadou Ahidjo du Cameroun, de Yaoundé, encore appelé la cuvette des Fandena. Les poulains de Saturnin Ibila vont devoir jouer leur va-tout, vont devoir tout donner lors de cette deuxième manche parce qu'il y avait le match aller à Franceville et le match retour qui va se jouer demain, le 28, contre le Cameroun, qui est quand même une grosse équipe qui, après avoir perdu ici, va devoir jouer tout, va devoir tout donner parce qu'ils vont jouer sur leurs installations. Ce ne sera pas chose facile, mais on y croit à cette qualification pour la CAN des U23 qui va se jouer au Maroc. Il faut rappeler que la jeune génération de André Biogo Poko ou encore de Didier Ndon Ibrahim avait remporté cette CAN-là qui s'était jouée au Maroc, et c'était déjà en 2011. On espère que
le remake sera fait. Mais avant tout, il faudra déjà obtenir la qualification et ça va se faire du côté du Cameroun. En tout cas, on y croit, on croit aux chances des joueurs, des poulains de Saturnin et Bella pour pouvoir rééditer cet exploit les Sinanaka. D'accord, merci bien Djamil Goma pour ces différents éléments de réponse. C'est sur cette note de sport que s'achève cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.